Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Vous êtes priés de vous installer confortablement devant votre média panafricain. Et bien sûr, nous honorons à la coutume avec l'actualité, d'abord en langue anglaise. Et comme toujours, c'est avec vous, Njix. Greetings. Greetings and greetings, audience of You Midi Africa. It's a pleasure to be in your company. We debut the first segment of this news with the third Job Creation Forum on the African continent, where Africa on Monday opened its third Job Creation Forum in Ethiopia at the Adwa Victory Memorial. The forum reaffirms Africa's resolve to unlock Africa's employment potential through innovation, regional integration, and agro-industrial transformation. The third African Job Creation Forum opened on Monday at the Adwa Victory Memorial, reaffirming continental resolve to unlock Africa's employment potential through innovation, regional integration, and agro-industrial transformation. The three-day event has emerged as a strategic platform to translate Africa's vast demographic potential into sustainable job opportunities, especially for youth. Convened under the theme, Advancing Job Creation and Economic Resilience through Regional Integration, Digital and Financial Inclusion along agricultural value chains in the AFCFTA market, the significance platform had discussions centered on how digital tools, inclusive finance, regional trade integration, and agro-innovation can transform agriculture into a powerful engine for job creation across the continent. Jointly organized by the Ethiopian government, the African Union Commission, the African Continental Free Trade Area Secretariat, and the EA Trade Group, it saw Ethiopian Deputy Prime Minister Temesgen Turune, Chairman of the African Union Commission Mamu Ali Yusuf, Ethiopia's Minister of Labour and Skills Muferihat Kamil, and a wide array of African ministers, policy makers, experts, and academics answering present on Monday. Meanwhile, we talk about the relations between the United States and the African continent, where leaders from 5 African nations have arrived in Washington for a high-level meeting with President Donald Trump aimed at strengthening bilateral relations and addressing key regional issues. The rest of that story, Chikute Maba. President Donald Trump is set to host the heads of state from Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, and Senegal at the White House for a 3-day meeting from July 9 to 11, aimed at strengthening commercial and security ties between the United States and coastal West and Central Africa. This meeting comes as a surprise, although some analysts see it as a continuation of intensifying America's diplomatic efforts towards the African continent. The meeting will focus on enhancing economic cooperation, trade, and investment between the U.S. and the participating African nations. The U.S. is likely to explore opportunities for increased trade and investment in West Africa, tapping into the region's vast potential for economic growth. Security cooperation is also expected to be a key topic of discussion, with the U.S. seeking to address regional security concerns, including counter-terrorism efforts. The meeting provides a platform for the leaders to exchange ideas, share experiences, and identify areas of mutual benefit. The outcome of this meeting are likely to have a lasting impact on the region's development and its relationship with the U.S. potential agreement on security cooperation. Trade and investment could promote stability, prosperity, and growth in the region while also advancing U.S. strategic interest. That was our intern Kotema, but thank you so much. Meanwhile, we now move to the eastern part of the African continent, where families of those that were killed in Kenya's Sabasaba protest are demanding justice and an end to the police brutality as calls grew for President Ruto to resign. At least 30 people have died since the protest commenced, with hundreds injured and arrested after nationwide demonstrations turned deadly. Here is the rest of that update. Families of victims killed in recent Sabasaba anti-government protests in Kenya are demanding an end to the violence as anger over police brutality mounts and calls for President William Ruto to step down. Emotional scenes unfolded on Tuesday as grieving relatives comforted each other, urging the government to end the standoff with protesters.
Faith Indeche, with son Elvis Musavi was killed, pleaded with authorities to heed the cries of the youth. "You have finished our children. My child is dead. He was everything to me," she said. "Don't kill any more children. Listen to us single mothers who struggled to raise them. I only want justice for my son," end of quotes. Cosmas Marembe, who lost his cousin, echoed those calls, urging the President William Samoei Ruto to secure justice for all Kenyans. Human rights activist and Vocal Africa CEO Hussein Khalid accused police of executing protesters who pose no threat. Kenya is not a police state. This government must understand that we are beyond, being coerced. We are beyond being silenced. We will continue to air our voices. We will continue to communicate our rights, and we will make sure that justice is done. While reiterating the need for justice, he mentioned the expression of malcontent was not a crime as young Kenyans are perishing. Appear to have gunshot injuries. These two bodies particularly, it seems clear that they were shot from the back, meaning they were not a threat to the officers who killed them, because the bullets appear, the entry points appear to be from the back and exiting from the front. So either these individuals were running away, but clearly those who shot them were at the back. And we are saying that you will await the post-mortem, which will be performed yesterday, tomorrow. The autopsy will be done tomorrow so that we can conclusively confirm the cause of death. But, it's really sad to lose youth and Kenyans in this manner. On Monday, violent clashes broke out as thousands marked the Saba Saba anniversary, protesting police brutality, high living costs, and demanding Ruto's resignation. Authorities responded by sealing roads and firing tear gas. Reports and statistics from the Kenya National Commission on Human Rights indicate over 30 people have been killed, hundreds injured, including 52 police officers, and more than 530 arrested. We should note that we shall be bringing to you updates as far as those demonstrations are concerned from that part of the African continent. Meanwhile, we talk about Ethiopia's relations with China, where China stands ready to promote flagship Belt and Road project, boost trade and investment with Ethiopia, and emphasize China's Premier Li Qiang on Sunday in a meeting with Prime Minister Abiy Ahmed. Bukamarambi went through this latest developments and our reports. Chinese Prime Minister Li Qiang has revealed that his country stands ready to work with Ethiopia to promote the sustainable development of Addis Ababa-Djibouti Railway, a flagship project of the Belt and Road Corporation, as well as enhance trade and investment. While making the remarks in the meeting with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, PM Li noted that since the establishment of diplomatic relations between China and Ethiopia 55 years ago, the two countries have always treated each other sincerely and supported each other no matter how the international situation has changed. He further called for strengthening cooperation and bilateral relations as a model for building the China-Africa community. For PM Abiy, Beijing plays a very important role in international affairs, especially in the course of global development, adding that Addis is ready to intensify high-level exchanges with China and deepen mutual political trust. He further expressed his country's appreciation to China for its long-standing support and assistance in Ethiopia's economic and social development. Thank you for compiling that report for us. Meanwhile, in Senegal, the nation's iconic pink lake is pink once again. Nearly 3 years after floods turned its waters green, Lac Rose has regained a stunning hue thanks to rise in salt levels that revived the algae behind its color. The lake's revival is a boost for tourism and for thousands who rely on the salt industry. The famous Pink Lake of Senegal has regained its iconic blush nearly 3 years after heavy rains turned its waters green. Located just 35 kilometers from Dakar, Lac Rose, known locally as Regba, is amongst the saltiest lakes in the world and a major draw for tourists.
its vivid pink hues from a microscopic algae, Dunaliella salina, which produce a red pigment to survive in the lake's extreme salinity. But in 2022, weeks of torrential rain led to severe flooding. As flood waters were diverted into the lake, its depth doubled from 3 to 6 meters, diluting its salt concentration. Without enough salt, the algae couldn't produce its red pigment and the lake turned green, damaging tourism and salt mining. Pink Lake is also vital to Senegal's economy. Each year, some 60,000 tons of salt are harvested by around 3,000 workers, many from neighboring countries like Niger, Mali, and Burkina Faso. In recent months, authorities drained excess water into nearby basins, restoring the lake's salinity. The algae have bounced back, painting the Pink Lake once more. The Pink Lake remains a candidate for UNESCO World Heritage status, celebrated not just for stunning color, but for sustaining thousands of livelihoods. Away from that African touristic attraction, we take you out of the continent to talk about the conflict between Israel and Palestine, where UN expert Francesca Albanese has slammed countries that allowed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to fly over their airspace en route to the United States, sparking international outrage. The rest of that update with our intern Kutemaba. On the 9th of July, UN Special Rapporteur Francesca Albanese faced intense backlash for criticizing countries that allowed Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu to fly over their air route to the US. Albanese's comments have sparked a heated debate about international law, diplomacy, and role of UN officials. The countries involved have not been specified in recent reports, but Albanese's remarks have drawn widespread condemnation. Albanese's comparison of Netanyahu to Adolf Hitler has been widely denounced as anti-Semitic and reprehensible. The German ambassador to Israel, Stephen Seibert, has also expressed strong disagreement with Albanese's comments. Such comparisons are unacceptable from a UN representative. Meanwhile, the Israel mission to the UN in Geneva has called for Albanese's removal, stating that the system is rotten to its core for tolerating her behavior. Despite mounting criticism, Albanese's mandate as Special Rapporteur is supported by some within the UN Human Rights Council. However, her actions and statements have raised questions about her impartiality and fitness for the role. The controversy surrounding Albanese is likely to continue, with implications for the UN's credibility and effectiveness in promoting human rights and diplomacy. Thank you, Mansley Kutema, for that report. Meanwhile, ladies, we've come to the end of the first segment of this bilingual news. Then move on, the news continues in the French language. Habari Helundu. Habari Njix. Mesdames et messieurs, il est 10h14 à Moscou, 11h14 à Dakar et 12h14 à Douala. Et nous démarrons le tour de l'actualité par Macky Sall. Loin de la scène politique sénégalaise, l'ancien président s'impose comme une figure centrale de la lutte mondiale contre le changement climatique. Ce mardi 8 juillet 2025 à Nairobi, en sa qualité de président du conseil d'administration du Global Center of Adaptation, il a inauguré le nouveau siège africain de l'organisation. Un événement historique qui symbolise un partenariat Nord-Sud, Acceleration Programme, et de sa vision d'une Afrique leader de la résilience climatique. Les précisions d'Nguéné. Mardi 8 juillet 2025, le continent africain franchit une étape historique. Sous l'égide de Macky Sall, actuel président du conseil d'administration du Global Center on Adaptation, le tout nouveau siège africain de cette organisation internationale inaugurée à Nairobi. Un moment symbolique, marquant un partenariat véritablement égalitaire entre le Nord et le Sud, avec ce modèle pionnier de double siège reliant la capitale kenyane à Rotterdam. Dès son arrivée, Macky Sall a été accueilli avec les honneurs par le président kenyan William Ruto.
l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et le directeur général du Global Center on Adaptation Patrick Vergonyen. Dans un discours poignant, l'ancien président sénégalais a martelé un message fort. L'adaptation n'est pas un don au Sud, mais une entreprise partagée. Des mots qui résonnent comme un appel à la co-conception de solutions face à l'urgence climatique. Ce nouveau siège africain n'est pas seulement un bâtiment, c'est un manifeste, niché à l'ombre de la rivière Kabete au sein du Kenya School of Government. Il incarne l'efficience écologique. Sa structure en bois modulaire, sa ventilation naturelle, ses murs végétalisés et ses panneaux solaires en font un modèle d'audace architecturale. Macky Sall a souligné le rôle central de ce nouveau pôle comme catalyseur d'innovation, de formation et de financement climatique. Il a notamment mis en lumière le programme pionnier Africa Adaptation Acceleration Programme, une initiative ambitieuse qui vise à injecter 25 milliards de dollars dans des infrastructures résilientes et a déjà influencé 17 milliards de dollars d'investissement. Pour Macky Sall, l'Afrique, malgré sa vulnérabilité, a un immense potentiel pour diriger ce combat. À Nairobi, la stature de Macky Sall est désormais celle d'un expert mondialement respecté. Son rôle au sein du GCA est moteur. Il oriente directement les stratégies d'adaptation planétaire. Ses propos ont été appuyés par ceux du président William Ruto, de Ban Ki-moon et de Patrick Vergonyen. Tous saluant la vision et l'importance de ce double siège pour une justice climatique. D'ici mai 2027, ce siège africain du Global Center on Adaptation, sous l'impulsion du président Macky Sall, deviendra un carrefour mondial de la résilience, réunissant décideurs, banques, multilatérales et chercheurs. L'ancien président sénégalais incarne plus que jamais le savoir-faire africain et l'urgence d'un leadership partagé pour relever les défis climatiques de notre époque. Une influence grandissante qui redéfinit son rôle sur la scène mondiale. Merci à vous, Nguéné. Parlons à présent énergie nucléaire. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a rencontré mardi au Caire le directeur général de la société russe d'énergie atomique Rosatom, Alexei Likachev. Le sujet central de cette entrevue, la construction de la centrale nucléaire de Daba dans le nord du pays. Ont également pris part à ces travaux le président d'Atomstroy Export, Andrei Petrov, l'ambassadeur de Russie en Égypte, Georgi Borisenko, ainsi que de responsables égyptiens, dont le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables et le chef de l'autorité des centrales nucléaires, en abrégé MPPA. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la visite du président de Rosatom, chargé de signer un accord intergouvernemental complémentaire entre la Russie et l'Égypte pour la construction de la centrale et de ses systèmes de protection. En marge de ces travaux, le directeur d'Atomstroy Export a signé un contrat complémentaire portant sur la construction et la conception de la centrale, ainsi que sur les processus d'approvisionnement et de mise en œuvre. Rappelons qu'en 2015, la Russie et l'Égypte ont finalisé un accord pour la construction de la centrale nucléaire de Daba, comprenant en près de 25 milliards de dollars de Moscou accordés au Caire. La centrale nucléaire de Daba comprendra 4 réacteurs d'une capacité totale de 4800 MW, dont le premier devrait commencer à fonctionner en 2028. Davantage de développement sur cette actualité vous seront proposés dans nos prochaines éditions d'information. Et en Côte d'Ivoire, à présent, le Didi Ayokwe, un instrument monumental de 3 mètres de long, 430 kg, bientôt de retour dans sa terre d'origine, volé après plus d'un siècle à la Côte d'Ivoire. Ce lundi 7 juillet, le Parlement français a voté à l'unanimité une loi cruciale qui ouvre la voie à sa restitution. Plus de développement dans ce récit de Fonora. Après plus d'un siècle d'absence, le Didi Ayokwe est en voie de retour sur sa terre natale. L'objet volé à la Côte d'Ivoire va lui être restitué par la France. En effet, le lundi 7 juillet, le Parlement français a voté à l'unanimité une loi cruciale ouvrant la voie à sa restitution. Il s'agit là de la fin d'un long parcours parlementaire et diplomatique. La Côte d'Ivoire avait officiellement formulé sa demande de restitution dès 2019, mais comme le souligne Serge Alain Nyango de l'association Ivoire Black History Month, les communautés locales le réclamaient en réalité depuis l'indépendance. Loin d'être simple objet, c'est un morceau d'histoire, un gardien de mémoire.
Avec ses 3 mètres de long, 430 kg, le Didi Ayokwe, tambour sacré de l'ethnie hébraïe, servait jadis à transmettre des messages rituels et alerter les villageois, notamment lors des opérations de recrutement forcé. Ce tambour est le premier d'une longue liste de 148 œuvres dont Abidjan a demandé la restitution à la France. Son retour, espère-t-il, pourrait devenir un symbole fort de réconciliation et de reconnaissance. Le vote de l'Assemblée nationale ce lundi est une étape décisive. Il permet de déclasser ce bien culturel, contenant ainsi le principe d'inaliénabilité des collections publiques et ouvrant la voie à sa restitution dès l'année prochaine. Pour rappel, le Didi Ayokwe avait été saisi par les autorités coloniales en 1916, puis envoyé en France en 1929, où il a été exposé au musée du Trocadéro, puis à celui du Quai Branly. Restauré en 2022, il attendait son retour soigneusement conservé dans une caisse. Cependant, cette restitution met aussi en lumière la lenteur du processus français. Depuis l'adoption de loi en décembre 2020 à ce jour, seules 27 œuvres ont été officiellement restituées à des pays africains. Même si l'on note que cette loi aura permis le retour des 26 trésors d'Abomey au Bénin et du sable de Hadj Omar au Sénégal, mais le chemin reste long. Merci à vous, Fonnoira. Au Burkina Faso, à présent, un guide religieux pour renforcer la lutte contre la propagande terroriste. La Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrégé FAIB, a remis lundi 7 juillet au gouvernement un guide sur le discours alternatif destiné à contrer les messages mensongers véhiculés par les terroristes au nom de l'islam, selon des sources locales. J-Photo pour les détails. Le Burkina Faso vient de franchir une étape significative dans le cadre de la lutte multidimensionnelle engagée contre le terrorisme avec la réception officielle d'un guide sur le discours alternatif à la propagande terroriste, élaboré par la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Le document remis au ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Dr Émile Zerbo, ainsi qu'au ministre de la Sécurité et de la Communication ce 8 juillet, s'inscrit en droite ligne de la vision stratégique du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le porte-parole de la FAIB, ce guide a pour ambition de rétablir le vrai sens de l'islam. Ce que ces terroristes font au nom de l'islam n'est pas de l'islam. Peut-être sont-ils égarés. Nous avons fourni un document enrichi de versets coraniques et de hadiths pour démontrer que leur violence ne repose sur aucune base religieuse. L'imam Boubacar Yougo a expliqué que le guide s'adresse d'abord aux musulmans burkinabés sincères et soucieux du développement national et les a exhortés à ne pas adhérer à tout discours de haine, de division et de violence véhiculés par des terroristes. Nous appelons les frères égarés à revoir leur position. L'islam ne prône pas la violence. Il est une religion de paix et de cohésion. Le Seigneur dit dans le Saint-Coran, « Celui qui tue une personne innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. » Appelons les populations à éviter les messages de haine, notamment sur les réseaux sociaux. L'imam a rappelé que l'islam prône la cohésion sociale et le vivre ensemble. La FAIB réaffirme sa volonté de poursuivre la sensibilisation auprès des populations dans le cadre de la lutte contre les messages de haine et la propagande terroriste. En affirmant que les actes de violence perpétrés au nom de l'islam n'ont aucun fondement dans cette religion, la FAIB, à travers ce document, offre un contre-discours structuré, argumenté par des versets coraniques et des hadiths. Il s'agit d'une âme puissante pour la sensibilisation qui renforce la cohésion nationale et isole davantage les extrémistes dans leur entreprise de désinformation. L'initiative vient appuyer les efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, soutenus sans relâche par les autorités. Bien au-delà, c'est un appel direct aux terroristes à déposer les armes et à revenir à la raison. Merci à vous, J-Photo. Le 17e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Rio de Janeiro les 6 et 7 juillet, a été le théâtre de déclarations fortes, notamment de la part du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Face aux critiques du président américain Donald Trump, Ramaphosa a fermement réfuté toute intention de rivalité, tout en appelant à une meilleure appréciation de l'émergence de divers centres de pouvoir mondiaux. Les détails dans cet élément. Sous le thème « Renforcer la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable », le sommet des BRICS a rassemblé les 5 membres fondateurs et les récents adhérents, aux côtés des invités, tels que le Chili, l'Uruguay ou encore le Mexique.
C'est dans ce contexte que le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud a tenu à clarifier la position des BRICS. Il faut mieux apprécier l'émergence de divers centres de pouvoir dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que cela devrait être vu sous un jour positif plutôt que sous un jour négatif. Il se montre catégorique. I became aware of what President Trump tweeted. Eh bien, j'ai pris connaissance de ce texte que le président Trump a tweeté et je pense qu'il faut mieux apprécier l'émergence de divers centres de pouvoir dans le monde, comme l'a observé la déclaration. Et cela devrait être vu sous un jour positif plutôt que sous un jour négatif. Il doit être considéré comme améliorant la gouvernance du monde en renforçant de bons processus et politiques qui devraient aider au développement de l'humanité dans son ensemble. Les BRICS sont donc un tel centre de pouvoir et les BRICS ne cherchent pas à rivaliser avec une autre puissance. Il reconnaît l'importance et le statut des autres centres de pouvoir. Il reconnaît la position de l'Organisation des Nations Unies, la respecte et se soumet aux décisions de l'ONU. And subjects itself to the decisions of the United Nations. Une réponse directe aux critiques du président américain Donald Trump qui semble percevoir le bloc comme une menace. Au-delà de la diplomatie des pouvoirs, le président sud-africain a également abordé des sujets cruciaux pour l'avenir de la gouvernance mondiale. Il salue les progrès dans la réforme des Nations Unies, exprimant une satisfaction quant à l'accord sur la réforme du Conseil de sécurité, même parmi les membres des BRICS siégeant déjà au Conseil. Cette déclaration fait écho aux récents appels du président brésilien Ignacio Lula da Silva pour une réforme structurelle du Conseil de sécurité et une meilleure efficacité de l'Assemblée générale. Sur le front climatique, le président sud-africain a plaidé pour un soutien accru aux pays du Sud. Il a souligné leur très faible responsabilité dans les dommages climatiques, insistant sur la nécessité pour les pays du Nord ayant pris des engagements de les aider dans leur transition vers les énergies renouvelables. Le 17e sommet des BRICS semble donc avoir consolidé la position du bloc comme un acteur majeur, plaidant pour un multilatéralisme plus équitable et inclusif, loin de toute velléité de confrontation directe. Merci à vous, Nguéné. Ici se referme, mesdames, messieurs, cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Indeed, we've come to the end of today's edition of For You News on For You Radio, For You Media Africa. Thank you for watching and do have a beautiful day in company of our numerous programs.